Donc vous dites qu'on a dans le corps une énergie thermonucléaire, ça fait pas très médecine douce. Et sinon, par exemple, l'énergie solaire, quel rapport avec le corps humain vous parlez des énergies de la Terre, j'ai du mal à me figurer tout ça. D'accord. Alors bon, il y aurait tout un cours évidemment sur l'énergie, hein, évidemment, c'est pas un sujet tout à fait simple quand même, mais pour répondre brièvement, thermonucléaire, on ne parle pas d'une centrale fabriquée par les hommes, on parle de ce qui existe dans la nature. La Terre a un noyau atomique, la Terre a un noyau thermonucléaire en son sein, et c'est ce qui fait que notre planète a une durée de vie, elle aussi, et qu'elle va se refroidir tout doucement, le Soleil aussi. Donc en fait, on a un noyau, nous aussi, qui est une sorte de pile atomique qui se trouve dans une piscine, voilà, c'est localisé au niveau des reins, mais c'est pas quelque chose de visible, et l'énergie ne se voit pas. N'empêche que je vous dis, on peut répéter la question, d'où vient cette température qu'on a toute notre vie? C'est une bonne question, c'est une question à laquelle la physique peut répondre, pas la chimie uniquement. L'énergie solaire, effectivement, le soleil est en dehors de notre système, de la nature, il est loin, c'est quelque chose de nature lumineuse, hein. Et ben, on fait une analogie entre la notion de lumière et la notion d'esprit en médecine chinoise. Et effectivement, par exemple, on sait que les ressources psychiques d'une personne, le moral, vous savez, dans la santé, ça joue un rôle qui peut être essentiel. Il y a des gens qui, en dépit d'un état physique vraiment délabré, arrivent à surmonter des tas de maladies, etc., parce qu'ils ont un moral vraiment puissant. Il y a d'autres personnes qui ont une constitution physique forte, mais le moral n'est pas très bon. On ne peut pas, là encore, mettre dans une balance cette force-là, mais c'est une force qui existe également, elle est de nature lumineuse, si on peut dire, je ne sais pas si on peut le formuler comme ça, mais effectivement, les ressources psychiques d'un individu, que ce soit la foi, que ce soit les émotions, que ce soit la croyance, la pensée, tout ça, on les voit comme des sources d'énergie potentielle qu'il faut mettre de son côté. Vous savez, en médecine occidentale, on parle du placebo. C'est quoi? C'est la confiance qu'on place dans un traitement, et on sait que c'est un pourcentage qui peut être très important dans la maladie. Les grands systèmes médicaux dans les peuples primitifs, ce sont des médecines psychosomatiques, et en fait la croyance dans la guérison est l'outil majeur. C'est des gens qui marchent au solaire, qui marchent au cœur. Donc on ne doit pas négliger cette dimension-là, même si on est des gens qui ne croyons plus à grand-chose, on a toujours cette force morale en nous, et il faut savoir simplement ne pas considérer que le placebo est un handicap à l'évaluation scientifique d'un médicament, mais c'est plutôt un paramètre avec lequel il faut composer pour améliorer les chances thérapeutiques d'une personne. Et c'est pour ça que saper le moral de quelqu'un en lui faisant des prédictions fatalistes et en croyant se protéger de s'il arrive quelque chose de grave, je trouve que c'est une faute professionnelle pour un médecin. Et est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire que l'acupuncture agit essentiellement par effet placebo? Je pense qu'elle agit essentiellement par effet placebo pour beaucoup de praticiens. Mais encore une fois, ce n'est pas négatif parce que placebo ne doit pas être péjoratif. Maintenant, l'acupuncture marche sur les nourrissons, elle marche sur les animaux. Là, il y a zéro placebo, et en fait, voilà, on peut faire du double aveugle aussi en acupuncture quelque part. Le placebo marche dans toutes les méthodes thérapeutiques, quelque part sensiblement, enfin, ou proportionnellement, je dirais, à la confiance que les gens leur accordent. Mais pas plus l'acupuncture que les autres méthodes thérapeutiques ne sont purement des médecines psychosomatiques. Maintenant, on voit des gens donner des poudres de perlimpinpin ou piquer des points qui ne sont pas les bons et avoir des résultats. On peut supposer que c'est quelque chose d'autre qui agit, mais on intègre cette compréhension dans le système médical. Mais dans ce cas, même la chirurgie peut-elle être placebo? Elle peut avoir un effet exclusivement placebo dans certains cas, effectivement, même la chirurgie. Parce qu'il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, par exemple, chez des gens atteints de tumeurs cérébrales ou de maladies cardiaques à un stade avancé, où en ouvrant, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas possible d'intervenir, donc ils ont refermé. Et quand le patient s'est réveillé, quand les patients se sont réveillés, parce que l'expérience s'est répétée plein de fois, ils leur ont dit que tout était nettoyé, que c'était bien, et à leur énorme surprise, plus de 90% des gens ont eu des améliorations derrière la chirurgie. Alors, pas parfois totales, mais plus souvent partielles, mais quand même. Parce que l'esprit étant convaincu que la maladie était partie, les cellules obéissaient, et quelque part, il y a eu une régression. Ils ont baptisé ça la chirurgie placebo, et ils ont entrepris, effectivement, c'était aux États-Unis, de faire des opérations fictives chez les gens atteints de troubles trop avancés.
là où ça rejoint les médecines traditionnelles, c'est que vous avez des guérisseurs philippins, par exemple, qui font la même chose. C'est-à-dire que peut-être des gens considèrent que c'est du passe-passe, que c'est de la prestidigitation, de faire une opération fictive, mais le patient étant convaincu qu'on lui a retiré le mal s'en va.